On ne fait pas de service pour les consommateurs dans le monde numérique, ça n'a aucun intérêt. Les consommateurs n'achètent pas, ne payent pas, refusent de payer le digital. Et puis en termes plus qualitatifs, très clairement, moi le mot-clé, il s'appelle on demand. Ça ne vous concerne pas directement, c'est plus sur le grand public. Aujourd'hui, c'est la commodité qui est l'élément déterminant. C'est livrer le service quand on veut, si on veut. C'est que le rôle des plateformes, leur rôle économique, en quelque sorte, c'est pas des sortes de nouveaux acteurs économiques. C'est des nouveaux acteurs économiques, mais qui se mettent au-dessus de l'économie. Au-dessus de l'économie. Et ils sont au-dessus comment? En architecturant les marchés. Et architecturer les marchés, c'est-à-dire en connectant des marchés, et je vais le montrer après, les uns avec les autres, et la valeur, elle vient de la connexion des marchés. La loi du commerce, au passage, c'est la loi du nombre. Entre deux commerçants, celui qui gagne plus de parts de marché, c'est celui qui offre le plus de produits. Mais le libraire normal, lui, pour gagner sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se focaliser sur les best-sellers. Donc il met en rayon les livres qui se vendent le plus. Et il ne vend pas les livres qui se vendent peu. Mais Amazon, lui, il affiche tous les livres. 1,5 million de références. Quand une grande librairie a 15 000 ou 20 000. Donc on n'est plus du tout dans la même compétition. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on renverse complètement les choses. On prend tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Potentiellement. Ça, c'est une clé. Ça permet effectivement de s'engager dans une économie de longue traîne. Alors l'économie de longue traîne, c'est quoi? C'est une notion qui est apparue vers 2004-2005. C'est l'idée que 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires. Le crowdsourcing, ça permet d'alimenter cette économie de longue traîne, où on gagne sur les petites ventes. Le monde des plateformes, c'est un monde d'externalités. Externalités positives, ce qu'on appelle les externalités de réseau positif. Alors ça, il faut quand même donner un petit rappel, c'est une notion capitale de l'économie de l'information. Et externalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur d'un bien ne dépend pas des caractéristiques du bien, mais va dépendre du nombre d'utilisateurs de ce bien. Tout simplement. Quelle est la valeur de Facebook? Elle n'est pas dans les fonctions et dans la technologie. Elle est dans le fait qu'il y a 2 milliards d'humains qui l'utilisent. Et là, on a une notion qui est absolument capitale. La plus grande avancée intellectuelle en matière de plateforme a été faite en 2003-2004 par deux économistes. Un qui s'appelle Jean Tirole, dont vous avez entendu parler puisqu'il est notre prix Nobel d'économie, puis un deuxième qui s'appelle Rocher, qui est suisse, qui a travaillé avec lui. Et ils ont travaillé sur un sujet, en économie, l'économie des plateformes, et un sujet à part entière depuis longtemps, depuis 2003, exactement, on peut dater. Et ils ont démontré une chose extrêmement intéressante. Quand une firme opère sur deux marchés, que ces deux marchés sont interconnectés, d'une certaine manière, sont dépendants, je vais vous en donner un exemple simple tout de suite, on peut maximiser ses profits, toujours l'argent, maximiser les profits, on peut maximiser les profits en vendant à perte, c'est-à-dire en donnant gratuitement le produit. Un truc étonnant quand même. Je m'enrichis au maximum en donnant gratuitement à une des faces du marché. On parle de face de marché. En anglais, on parle de multi-side market, un marché multiface, on va traduire en français. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un truc nouveau, c'est simplement... on a su l'analyser depuis 2003, mais ça existe depuis longtemps, et ça existe dans des secteurs très traditionnels et sans digital. Vous prenez le secteur de la presse. Comment vit la presse? Elle vit sur deux marchés. Sur un marché du lectorat, abonné ou acheteur au numéro, première source de revenus. Deuxième source de revenus, naturellement, la publicité. Mais ces deux marchés sont interconnectés. Ce qui est capital pour une plateforme, c'est donc pouvoir contrôler le comportement des différents acteurs sur les différents marchés. Mais vous comprenez cette idée d'amener les gens à se comporter d'une certaine manière pour obtenir une propriété plus globale. On agit, le chien va mordre le mollet du mouton ou du bélier pour l'orienter dans une direction, mais pas parce qu'il est intéressé par ce bélier-là en particulier, parce qu'il sait que le bélier va entraîner l'ensemble du mouton. On retrouve la question de Blablacar, comment orienter les comportements. On le fait comment? On le fait d'abord en administrant des droits et des rôles. Les plateformes, d'abord, c'est du juridique. Il y a un truc qui est phénoménal, c'est l'argent qu'ils dépensent en avocat et en droit. Tout est réglé. C'est des trucs juridiques, on délimite bien ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire.
Les systèmes de notation, est-ce que ça vaut le coup de développer là-dessus? Mais plus généralement de gamification, sur tous les gadgets qu'on utilise. Vous êtes le roi de la Beauce, vous êtes la reine des alpages, beaucoup de plateformes jouent système de badge, de récompense symbolique, mais aussi on peut gagner des points. Alors là c'est tellement bien fait qu'aujourd'hui ça va être un modèle de société, puisque c'est ce que sont en train d'entreprendre les Chinois à l'échelle de l'ensemble de l'État. La modération devient un enjeu majeur, parce que vous comprenez qu'une plateforme comme Twitter, qui stagne en termes de nombre d'utilisateurs, qui a du mal à gagner de l'argent en publicité, ce qui a limité Twitter, c'est de ne pas avoir régulé les comportements des gens au sein de la plateforme. On revient à la gouvernementalité. Alors, c'est quoi le fonctionnement d'Uber? Comment ça, opérationnellement, ça fait? Alors, il faut bien comprendre. Uber, c'est une promesse vraiment marketing et simple. Je vous livre un moyen de transport dans les 5 minutes. Voilà la promesse de Uber. Comment fait-on pour délivrer un service à toute heure, 12 jours et de la nuit, en n'importe quel point du territoire couvert, alors qu'on sait très bien que ce qui caractérise, et ça c'est propre de l'agriculture, c'est l'incertitude. C'est-à-dire une variabilité qui est très forte. Et c'est là où interviennent, pour moi, ce qui est un des plus beaux algorithmes, ou mise en œuvre d'algorithmes. Le fameux search pricing, les fameuses majorations de prix que vous voyez apparaître. Alors, l'algorithme d'Uber, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de détecter à un moment où il y a un changement de tendance. Il voit qu'il y a une tendance là. Vous voyez, ici, il y a une tendance. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ouvrir leur application. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un service. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit calcul qui va être fait, enfin, c'est un gros calcul. Combien il y a de voitures disponibles dans le coin? Combien il y a de gens qui sont en train de demander? Est-ce qu'il y a un déficit ou au contraire plus de demandes que d'offres? Par ce dispositif, simplement par la manipulation du prix, on va pouvoir rééquilibrer l'offre et la demande, faire en sorte qu'on assure une continuité de service. Au cœur de Netflix, il y a ce fameux algorithme de recommandation. Je n'ai pas tout repris, mais vous voyez une page Netflix, hein, c'est un quadrillage. Chaque carré, c'est un film, donc une image, donc, hein, une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes. Chaque bande correspond à un algorithme particulier. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir que vos amis ont vu? Qu'est-ce que vous auriez envie de voir, sachant les derniers films que vous avez vus, etc., etc. Chaque fois, c'est un algorithme différent de recommandation. Il y a un méta-algorithme dessus, vertical, qui va classer les lignes. C'est-à-dire qu'on va vous tester au fur et à mesure de votre usage et on va voir quel type de recommandation vous aimez bien. Donc il y a un algorithme d'algorithme. Bien. Et à quoi ça sert ça? On se dira, ça sert à faire en sorte qu'on est capable. Bon, le problème, c'est qu'on va abandonner le service si au bout de 3 minutes, je ne sais plus, c'est 1 minute ou 2 minutes, vous avez vu des choses dessus, si on n'a pas choisi, on ne regarde plus. Mais ça s'appelle, ils leur ont donné un petit nom, ça s'appelle le Efficient Catalog Size, la taille efficace du catalogue. À quoi ça correspond? Ça va correspondre en fait à la dispersion des choix des consommateurs. Ça sert à une chose très simple, à envoyer les spectateurs sur des films de niche ou sur les vieux films pour lesquels les droits sont très peu élevés. Et comme Netflix dépend moins par cette orientation des comportements des consommateurs, ils vont se retrouver moins exposés à la dépendance des blockbusters, donc ils peuvent négocier les droits moins chers que les blockbusters. Résume, moi la principale question que je vois, c'est curieux que l'agriculture qui vient d'un monde coopératif, où la coopération a un certain sens, commence à partir vers le monde du collaboratif. Est-ce que ça risque pas, purement et simplement, je vous pose la question, d'anéantir l'esprit coopérativiste ou mutualiste qui existe encore?